Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière conférence du week-end à Livre en Marche. On va parler d'économie aujourd'hui pour conclure et on va parler d'économie de la prédation et d'économie de la restauration. Et donc, on a pour ce faire 4 intervenants et pas 3 comme c'est inscrit pour parler donc de ce sujet de l'économie. On a Fanny Pontabry, donc tu es ingénieure et cofondatrice et directrice d'une coopérative qui travaille sur de la communication qui s'appelle Moxie, et tu as aussi participé à la Convention des entreprises pour le climat, donc on en parlera sûrement. Lou Grimal, enseignante-chercheuse en économie circulaire à l'École nationale supérieure des arts et métiers de Chambéry. Et donc, c'était important d'apporter aussi une vision académique et scientifique sur les sujets dont on va parler. Fabrice Bonifay, donc tu as longtemps été directeur développement durable de Bouygues, du groupe Bouygues. Et aujourd'hui, tu es président du C3D, donc qui est le collège des directeurs du développement durable, qui réunit des directeurs du développement durable de plein de grandes entreprises, et président de GenAct, dont tu nous parleras également. Et enfin, Emmanuel Delannoy, tu travailles sur le projet Réseau, Territoire et Entreprises à l'Office français de la biodiversité, et tu as aussi créé une fresque, la fresque de l'économie régénératrice, dont tu pourras nous parler également. Et donc, on va avoir 1h15 ensemble avant, à 17h15, une surprise pour parler de cette grande question: comment est-ce qu'on passe d'une économie de la prédation à une économie de la restauration? Peut-être quelques éléments de contexte et d'introduction. On le répète souvent, mais je vais encore une fois le répéter. Entre économie et écologie, il y a quand même une racine commune, puisque l'économie, c'est l'administration de notre maison, et l'écologie, c'est la science de notre maison. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on n'administre pas notre maison commune qui est la Terre selon les principes et les apprentissages que nous apprend la science de la maison, puisque l'économie s'est progressivement au fil des siècles déconnectée de son environnement et s'est déconnectée de la nature. Et donc on va parler spécifiquement aujourd'hui du rôle central qu'a l'économie aujourd'hui dans la façon dont on façonne nos sociétés, puisque l'économie, à travers les entreprises et puis tout ce qui entoure les entreprises, est véritablement au cœur de nos vies, de ce qu'on consomme, de ce qu'on produit, de notre travail. Et du coup, on va essayer de comprendre déjà, quand on parle d'économie de la prédation, qu'est-ce que ça veut dire, comment l'économie aujourd'hui est devenue une économie qui consomme, qui s'accapare, qui détruit, voire qui tue les êtres vivants et les ressources, et puis essayer d'esquisser des pistes et de voir ce qui existe aujourd'hui pour avoir des entreprises et une économie qui restaure, qui préserve, qui protège ces ressources et ces êtres vivants et ces êtres humains. Et donc on parlera du rôle central des entreprises, mais aussi d'autres acteurs qui entourent les entreprises. Ça peut être les écoles et les universités qui forment les dirigeants, et un certain nombre de corps intermédiaires. Donc on essaiera d'élargir un peu pour voir qu'est-ce qui entoure aussi les entreprises. On va du coup commencer déjà par parler de l'économie de la prédation. C'est toujours intéressant de comprendre d'où on part avant de se dire quelle solution mettre en place. Et avec toi, Emmanuel, il y a un petit point macroéconomique, puisque tu le soulignais, on a sorti l'économie de la réalité. L'économie n'est pas liée de plus en plus à l'environnement ou à la biodiversité. Et du coup, on a créé une forme d'illusion qui voudrait nous faire croire que la machine économique est en dehors de tout ça, en dehors du monde, et fonctionne en vase clos. Et on a oublié dans un certain nombre de principes de relier l'économie à l'environnement. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire un peu comment on en est arrivé là et où on en est? Oui, alors ce qui peut être assez intéressant à souligner, c'est qu'elle n'est pas forcément intentionnellement prédatrice, mais qu'effectivement il y a des angles morts et qu'il y a un gros impensé qui est la relation au vivant, effectivement, que ce soit d'ailleurs le vivant, humain ou non humain. Et pour vous raconter l'histoire et faire un petit détour, vous voyez que parfois les habitudes et les idées reçues comme ça se perpétuent parce que tout simplement on ne les remet pas en cause et on ne se pose jamais la question. Alors l'anecdote, c'est un ami comme ça
qui avaient l'habitude de casser les spaghettis avant de les cuire. Hein, on les prenait en deux, on les coupait et on les jetait dans la casserole. Et tout le monde lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Et puis alors, il y en a pour qui c'est une hérésie absolue. Lui disait, je sais pas, chez moi, on a toujours fait comme ça, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça et tout. Puis on remonte et on demande à sa maman, elle fait, moi, ma mère, elle a toujours fait ça, elle a toujours cassé les spaghettis et tout. Donc on demande à la grand-mère, et puis la grand-mère, elle dit, moi, j'ai fait ça parce que ma casserole était trop petite. Voilà. Donc, en fait, on ne remet pas en cause les idées reçues. Alors, si on s'intéresse à la période où la théorie économique classique, et donc là, on parle d'Adam Smith, on parle de Ricardo, on parle de Jean-Baptiste Say, etc. Quand cette théorie économique classique a commencé à émerger, en fait, le parangon de l'élégance en termes de science, hein, et l'économie était considérée comme une science molle, une science humaine, et donc on regardait plutôt du côté de la physique, des sciences mécaniques, etc. Et l'exemple à suivre, c'était les Principia Naturae de Newton, qui étaient donc des belles théories mises en équation, etc. C'est très, très mécanistique, et donc on a cherché à faire des théories économiques très mécanistiques, comme ça, qui puissent se mettre très bien en équation, et qui se donnent un bel air de rigueur, finalement, scientifique et mathématique. Mais en fait, quand on regarde, et Kate Raworth, on en parlera beaucoup, je pense, de Kate Raworth aussi, qui est donc l'auteur de la théorie du donut, elle raconte une anecdote aussi qui est assez amusante, c'est qu'on prête, alors c'est la légende, hein, évidemment, à Newton, le fait que la théorie de la gravitation universelle soit liée au fait qu'il ait observé une pomme tomber d'un arbre, donc un petit corps céleste attiré par un plus gros corps céleste. Sauf qu'en fait, Kate Raworth dit, mais si Newton ne s'était pas posé la question de se demander pourquoi la pomme est tombée de l'arbre, mais plutôt comment l'arbre a poussé, a fleuri, a fructifié, a été pollinisé. Et donc Newton aurait peut-être fait une théorie beaucoup plus organique que mécaniste finalement. Et si ça avait inspiré les grands-pères de l'économie, on aurait eu effectivement des théories économiques beaucoup plus organiques, beaucoup plus reliées, beaucoup plus systémiques que ce qu'on a aujourd'hui. Or, en fait, tout ça émerge dans une période où le mode de pensée dominant en matière scientifique, mais généralement dans la société, c'est un mode de pensée qu'on appelle plutôt réductionniste, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à découper les systèmes complexes en éléments unitaires relativement simples qu'on va pouvoir décrire sans forcément comprendre grand-chose de leurs interactions. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est les interactions entre les différents éléments du système, y compris le système économique avec les tissus humains et non humains. Merci beaucoup. Quand on parlait de l'économie de la prédation, Fabrice, toi, tu parlais d'une économie linéaire, extractiviste et à faible intensité d'usage. J'imagine qu'on a des exemples partout autour de nous de quelle est cette économie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et le modèle dominant dans l'économie mondiale et les entreprises, le modèle, il est simple, c'est qu'en fait, il est extractiviste. On va chercher les matières premières de la nature. Hein. Le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie. Et c'est comme ça que les entreprises font de l'argent. Voilà. Et le bug originel, c'est de considérer que ces ressources sont gratuites, parce qu'elles le sont. Mais le problème, c'est que quand quelque chose est gratuit, on n'y prend pas soin. Et on ne cherche pas à le protéger, parce que comme c'est gratuit, on considère que c'est illimité. Et donc le bug, il est dans le système comptable, en fait, tout simplement. Notre comptabilité, on compte ce que l'on gagne, mais on ne compte pas ce que l'on doit à ce que nous apportent les ressources. Et comme la planète est ronde et que les ressources ne sont pas infinies, pendant très très longtemps, ça ne s'est pas vu, parce que comme elle est très grassouillette, eh bien, il y en avait assez pour tout le monde. Mais maintenant qu'on a tout mécanisé et qu'on est devenu une force géologique à nous tout seuls grâce aux milliards de machines qui travaillent à notre place, on arrive on a atteint ces fameuses limites dans l'utilisation à la fois des ressources du système Terre, mais aussi de la capacité de régénération, du bon fonctionnement des écosystèmes, parce qu'on produit en générant tout un tas d'externalités négatives qui se caractérisent: pollution dans l'air, rejet dans l'eau, rejet dans le sol, qui fait que, et c'est des petites doses de chaque entreprise respecte le seuil, mais c'est l'effet cocktail de toutes ces entreprises qui font que ça devient pollué de partout. Et donc ce modèle-là extractiviste, il n'est pas soutenable parce que la Terre est ronde, et il n'est pas soutenable non plus parce que les entreprises, d'une façon générale, ont un modèle qui les incite à produire en volume pour garantir leur chiffre d'affaires tous les ans, et donc de ne pas mettre sur le marché des produits qui doivent durer trop longtemps, parce que s'ils durent trop longtemps, ils ne vont pas faire le chiffre d'affaires de l'année d'après. Et c'est comme ça qu'on a inventé progressivement le concept d'obsolescence programmée, voulu soit par la technologie, soit par le marketing, par les influenceurs,
pour inciter les gens à réacheter des produits qu'ils avaient la plupart du temps déjà, qui fonctionnaient bien pour certains, puis d'autres qui tombaient en panne exprès parce que c'était voulu par les concepteurs du produit. Et c'est comme si on est devenu homo detritus, parce que pour 96 000 milliards de PIB au niveau mondial, on utilise 100 milliards de tonnes de matières premières tous les ans qu'on va chercher dans les entrailles de la Terre. Et ça, c'est extrêmement polluant, parce qu'on forcément, pour aller chercher ces matières premières, on va perturber la faune, la flore. Et cette compétition sur les espaces, on est devenu nous-mêmes une espèce invasive, eh bien, c'est préjudiciable aux vivants non humains. Et le recyclage, et ma voisine de droite le dira mieux que moi, la recyclabilité des matières premières dans le circuit industriel aujourd'hui est extrêmement faible et ça fait que baisser pour tout un tas de raisons. Alors on croit qu'il y a de plus en plus de recyclage, mais en fait c'est pas vrai. Je pense que Lou l'expliquera. Et donc forcément on a un système qui s'épuise progressivement. Et donc heureusement on peut faire autrement. Et donc, je vais simplement dire en 2 mots comment on peut faire autrement. C'est de passer de cette obsolescence programmée des produits à la pérennité programmée circulaire, de fabriquer beaucoup moins de produits, parce que l'essentiel de l'empreinte écologique de tout et n'importe quoi, c'est au moment de la fabrication. C'est à la fabrication qu'on est obligé de faire cette transformation en montant en température souvent des matériaux très très hauts. Et c'est là que la pollution s'opère, c'est là que les externalités se génèrent. Si on fabrique moins, on fait baisser la pression sur les écosystèmes. Et si on veut ne pas perdre l'utilité de ces objets, il va falloir qu'on les partage plus. Et c'est là qu'arrive le mot coopération, qu'on arrive à partager l'usage des produits qui sont nécessaires à notre bien-être matériel. Donc le but, c'est pas de renoncer à ce bien-être matériel, mais c'est de plus partager. Donc cette économie-là, elle est tout à fait possible, à condition bien sûr qu'on accepte de partager tout ce dont on a besoin pour nos modes de vie. Et là, la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles jusqu'à présent, c'est qu'on en a sous le pied. Donc on est obèse en mètres carrés construits, obèse en vêtements fabriqués, en produits de toute nature, avec des taux d'utilisation de chacun de ces produits extrêmement bas. Et c'est ce qui nous donne de l'espoir. On se dit, finalement, si on arrive, et on va y arriver grâce à cette nouvelle économie, à mieux partager ce qui est produit, à faire en sorte que les produits soient plus robustes, donc qu'ils durent plus longtemps, et que les produits deviennent ce qu'on appelle des banques de matériaux pour le futur, vu qu'on ira moins chercher de matières premières vierges dans la nature, on va donc réduire notre empreinte tout en continuant de bénéficier de ce que le progrès technologique nous a apporté. Donc c'est toute l'idée de l'association de Genact qu'on a créée au C3D pour accompagner les collaborateurs dans les entreprises sur cette nouvelle façon de produire le monde. Il faut monter en compétence sur la façon de le faire, parce que le marketing d'usage, ce n'est pas le marketing de possession. La conception d'un produit ultra durable, ce n'est pas la conception d'un produit à obsolescence programmée. La comptabilité qui va nous permettre demain de prendre en compte la déplétion du capital naturel dans les comptes de l'entreprise, parce que c'est finalement le premier capital qu'il faut maintenir si on veut avoir un petit peu d'espoir pour le futur. Ce n'est pas de la même façon que le comptable classique qui ne compte que les euros, sans se préoccuper donc de la restauration, de la régénération du vivant, parce que ce qui est important dans cette économie circulaire, d'un deuxième type, qui n'est pas basé sur le recyclage, qui est basé sur le réemploi, c'est que c'est vachement plus rentable. C'est beaucoup plus rentable que l'économie d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait des profits? Qu'est-ce qu'on va faire de ces profits? Ces profits, il va falloir qu'on les utilise pour restaurer le capital naturel, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Merci beaucoup, et ça me permet de rebondir avec toi, Lou. Donc tu es ingénieur, tu travailles entouré d'ingénieurs, et c'est vrai qu'une partie du monde a été et des entreprises a été conçue par des ingénieurs. Et quand on discutait, tu nous disais, sans jeter la pierre du tout aux ingénieurs, mais qu'aujourd'hui on avait un peu séparé la pensée scientifique, technique, ingénieur de l'éthique. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est bon, ça fonctionne? Oui, et puis en même temps, ça me permettra de rebondir sur ce qui a été dit par les précédents orateurs.
je souscrivais totalement au discours. Donc effectivement, moi j'enseigne plutôt dans une école d'ingénieurs et la question de l'éthique, elle est posée tout de même, mais elle est peu posée. Et la question du vivant, je crois que c'est Emmanuel qui parlait du vivant, elle est peu présente dans les enseignements en ingénierie. On parle beaucoup de théorie autour de la mécanique, beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, mais la question de la biodiversité, elle est peu posée, même en conception, quand on pense un système technique, on va également peu se poser la question de qu'est-ce qu'on prend en vivant et comment on lui rend à ce vivant. Et je pense qu'il y a un maître mot. Alors l'ingénierie, c'est un métier qui a beaucoup changé au fil des siècles. Comme on est dans un festival du livre, je vous invite à lire les travaux de Hélène Vérin sur la gloire des ingénieurs. Et elle parle de la plasticité du métier d'ingénierie. L'ingénieur a d'abord été au service des rois pour créer des grandes constructions, pour représenter la puissance royale. Et peu à peu, l'ingénierie a été au service de l'économie capitaliste, donc l'économie de la prédation. Et aujourd'hui, on observe effectivement une tension chez les élèves ingénieurs, notamment, entre entre les métiers auxquels ils sont promis et leurs aspirations d'arrêter en tout cas de faire mal au système Terre. Et donc dans les parcours d'ingénierie, on a remis de la place dans les parcours de formation à beaucoup d'enseignements autour de l'environnement, de la société au sens large, et l'éthique du soin. Donc ça, c'est l'éthique du care, pour celles et ceux que ça intéresse. C'est comment finalement on prend soin des vivants, donc des humains et des non-humains dans les pratiques de conception. Enfin, nous, en ingénierie, on l'utilise pour les pratiques de conception, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre produit, on ne va pas simplement s'intéresser à la phase d'usage. Donc, par exemple, mon téléphone, je l'utilise en phase d'usage, mais lors de sa phase de conception, cet objet a heurté, a aussi tué un certain nombre de personnes de par leurs conditions de travail, de par toute l'économie autour de l'extraction. Et donc, c'est intégrer ces éléments-là dans les cursus d'ingénieurs pour qu'après, en conception, on se rende compte, on tente de produire, en tout cas de concevoir et de produire des systèmes qui sont moins impactants. Donc, c'est ça l'éthique qu'on essaye d'intégrer en ingénierie qui, depuis 15-20 ans, c'est beaucoup plus présent dans les formations, ça ne date pas d'hier. Et c'est peut-être un manque dans les formations plutôt en économie. Et juste pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, dans le livre de Kate Raworth sur la théorie du donut, et je pense qu'on en parlera après, il me semble qu'il y a un passage, parce que je donnais un cours là-dessus cette semaine, où Kate Raworth parle de l'empathie chez les étudiants en économie. Et elle rappelle que le degré d'empathie des premières années est beaucoup plus élevé que les étudiants qui sont en troisième année. Donc ça pose des questions par rapport à l'impact de ces théories sur l'empathie des élèves. Intéressant. Du coup, ce qu'on commence à toucher du doigt, c'est que le défi qu'on a aujourd'hui, c'est pas seulement de faire un peu mieux et de changer à la marge comment fonctionne l'économie et les entreprises, mais c'est vraiment de changer de paradigme, de changer de fondamentaux. Et donc pour ça, il faut avoir des nouvelles façons de penser et donc des nouvelles théories aussi qui guident l'action. Et donc vous avez tous et toutes évoqué les principes du donut. Donc toi, Fanny, tu accompagnes un certain nombre d'entreprises à intégrer ces principes du donut et tu vas nous expliquer ce que c'est cette fameuse théorie et comment est-ce que cette méthode, ou en tout cas cette façon de penser, peut aider les entreprises à concevoir différemment ce qu'elles font ? Merci, effectivement. Qui, dans la salle, connaît la théorie du donut ? On a déjà pas mal de Enfin, les autres, vous allez connaître. Voilà. Et les limites planétaires ? Ceux qui étaient à la conf d'avant, déjà, ils en ont eu un petit peu, et c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué. Kate Raworth, en 2017, elle a proposé une théorie qui est de dire que pour un espace juste et sûr pour l'humanité, il faut être à l'intérieur d'un cercle qui est un plafond environnemental qui est composé des 9 limites planétaires. Donc,
les 9 limites planétaires, évidemment, on a le dérèglement climatique que tout le monde connaît, l'érosion de la biodiversité qu'une grande partie des gens commencent à bien connaître, mais il y en a 7 autres qui sont le cycle du phosphore et de l'azote, l'acidification des océans, le cycle de l'eau douce, enfin voilà, il y en a énormément, et en fait, c'est les cycles biochimiques de la planète qu'on est en train d'exploser les uns après les autres, puisque 7 ont été dépassés sur 9. Celui qui n'est pas dépassé, qui est revenu en fait dans les normes, c'est le trou dans la couche d'ozone, qui grâce au protocole de Montréal, on a réussi à revenir à l'intérieur. Et le dernier, c'est les aérosols, parce qu'on ne sait pas les mesurer. Donc en gros, on a à peu près tout dépassé ce qu'on pouvait dépasser. Ce qu'on n'a pas dépassé, c'est soit qu'on ne peut pas mesurer, soit que pour une fois, tous les États se sont rendus compte que le consensus scientifique sur le trou de la couche d'ozone, c'était vraiment quelque chose qui allait faire exploser la planète, ou les cancers de la peau, ou l'habitabilité de la vie sur Terre. Et donc tout le monde s'est assez mis d'accord pour que tous les produits chimiques qui impactaient l'ozone soient interdits. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit au CFC et autres. Il y a quand même quelques sujets dessus, mais de manière générale, on est pas mal. Et donc ça, c'est pour le plafond. Donc comment on est dans un espace écologiquement sûr. Et le plancher, c'est le plancher social. C'est comment tout le monde a accès à de la démocratie, à la santé, à de l'eau, à une éducation. Il y a 12 principes de cette façon-là. Et donc, quand on est à l'intérieur de ce cercle-là, qu'elle a appelé donut, parce qu'en termes marketing, c'était mieux que 2 cercles. Donc, la théorie du donut, c'est vraiment de se dire comment on reste entre les deux. Si on fait de la politique, on dit c'est la fin du mois, c'est le plancher, et la fin du monde, c'est le plafond. Donc, comment on fait pour concilier économiquement un monde là-dedans? Donc aujourd'hui, si je parle de ma fenêtre, nous on a une entreprise qui est une coopérative on essaye de s'appliquer ces choses-là déjà en se disant que y a une soutenabilité écologique à appliquer. Il y a aussi un pilier de convivialité, de bien-être en entreprise avec les gens avec qui on travaille, avec les partenaires avec qui on est. Et ça, c'est fortement incarné par la coopérative, parce que la coopérative, c'est un salarié, une voix, c'est des parties prenantes qui ont une voix, c'est un dialogue fort et une gouvernance qui est vraiment partagée. Et puis ensuite, c'est évidemment une productivité qui doit fonctionner. Donc c'est vraiment allier tout ça et ne pas mettre la productivité ou l'économie plus haut que le reste. Et donc ça, évidemment, c'est un gros sujet. Et ensuite, sur cette économie du donut, nous, on a fait la Convention des entreprises pour le climat. Et à la sortie de la Convention des entreprises pour le climat, on l'a fait à Grenoble. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir en nous disant « Ah, vous êtes une agence de communication, génial, comment on fait pour partager ça à tous nos collaborateurs ?» Effectivement, on va se mettre autour de la table. Donc on s'est mis autour de la table avec beaucoup d'entreprises pour essayer de créer ce qu'on a appelé quelque chose de mutualisé, ce qui n'est pas normalement dans le modèle économique d'une agence de communication. Le modèle économique d'une agence de communication, c'est répondre à la demande des clients et faire un produit, et puis à la limite le revendre à d'autres, mais toujours en multipliant la version économique. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va prendre les besoins des entreprises, on va créer quelque chose qui va être avec un socle commun important, qui permettra d'être accessible financièrement, puisqu'on va le créer pour beaucoup d'entreprises. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et on développe là une gazette sur les limites planétaires qui permet au plus grand nombre de collaborateurs d'être acculturés à ces sujets. On va faire une version sur le plancher social aussi, mais c'est vraiment de mutualiser cette compétence-là qu'on a, qui est technique de communication, au service de ces sujets qui nous paraissent fondamentaux pour les collaborateurs, parce que nous, on parle aux entreprises, mais pour les citoyens qui sont derrière les collaborateurs, et pour parler de manière vraiment large et exhaustive à tout le monde. Donc, pour nous, c'est aussi un peu transformer un modèle. Et donc, quand on parle de modèle économique, c'est pas de se dire comment on va faire pour vendre ça à Bouygues, Vinci et compagnie. Non, c'est comment on fait pour que le plus de gens possible soient touchés par ce type de sujet. Et la communication, ça sert à ça aussi. On est très décrié parce que la publicité, c'est aussi un sujet fort de l'économie prédative, parce que en fait,
c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que notre monde fonctionne comme il fonctionne. Mais la communication aussi, ça a énormément de vertus. Sans communication, on ne peut pas passer tous ces messages. Aujourd'hui, on fait un acte aussi de communication. Et nous, donc, on essaye dans notre entreprise au maximum de partager les sujets qui nous semblent importants au plus grand monde avec un modèle économique le plus accessible possible. Voilà un peu comment on fait ça de manière pratique. Merci. Et puis, on va continuer sur la lignée des exemples, parce que Lou, vous aussi, vous accompagnez des entreprises donc à concevoir des nouveaux produits ou des nouveaux usages qui seraient moins linéaires et plus circulaires notamment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples et peut-être aussi nous montrer quelles sont les difficultés ou les obstacles qui sont rencontrés sur le chemin ? Oui, en effet. Merci. Ça me permet également de rebondir sur ce que Fabrice disait tout à l'heure. J'avais oublié. Il y a une différence, je pense, entre effectivement recyclabilité et recyclage. Cette différence, on la fait peu. Donc, il y a des objets qui sont déjà peu recyclables, mais en plus qu'on ne recycle pas. Donc, le recyclable, c'est ce qui peut être recyclé. Et recyclé, c'est ce qui est effectivement recyclé grâce à nos systèmes de gestion de fin de vie, donc les éco-organismes, par exemple, qui repèrent nos systèmes. Donc, comment on accompagne les entreprises dans la prise en compte des enjeux de soutenabilité ? Donc, c'est ça la question. Donc, nous, ce qu'on tente de faire avec les entreprises, c'est de les accompagner vers déjà une compréhension de ce que sont les enjeux socio-environnementaux. Donc, déjà, là, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, la difficulté, c'est une fois que ces enjeux sont compris, comment est-ce qu'on les intègre dans les entreprises et dans les pratiques de conception, à la fois dans la stratégie d'entreprise et dans les pratiques de conception. Par exemple, et souvent, les deux niveaux sont quand même très importants. Par exemple, chez Orange, on travaillait avec un groupe de personnes qui tentaient de travailler sur l'éco-conception des Livebox. Et au bout d'1 an, 2 ans, donc Orange a fait sa Livebox éco-conçue. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va aller plus loin, on va faire la Livebox low-tech. Ok, donc on continue le concept. Et en fait, au bout d'un moment, on est rapidement bloqué parce qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas au niveau de la stratégie de l'entreprise une volonté de décroissance ou de limiter les impacts, donc, qui passerait par des choses beaucoup plus fortes, comme par exemple se dire, on ne va pas vers de la 5G ou on ne va pas vers de la 6G. Donc des choses beaucoup plus structurantes. Et du coup, voilà, là, on a un conflit entre les équipes conception ou les équipes innovation et l'équipe de direction, je dirais. Donc nous, on observe beaucoup de contraintes comme ça. Mais on observe quand même une prise en compte très sérieuse des enjeux environnementaux. Si je prends par exemple l'exemple de Decathlon. Decathlon, c'est une entreprise qui a conscience que dans un monde à plus 4, plus 5 degrés, on ne fera plus de sport. Dans le sens où si on fait du sport en extérieur à partir de 35 degrés, quand on fait du sport, c'est dangereux pour le corps. Physiquement, c'est extrêmement dangereux. Donc, le leitmotiv de Decathlon, il me semble, c'est le sport pour tous ou accessible pour tous. Ouais. C'est plus 4 degrés, ça remet en cause en tout cas la raison d'être de l'entreprise. Et donc là, on voit très bien chez Decathlon, je pense, une tension entre des équipes de conception qui sont extrêmement motivées et qui font beaucoup de choses là, au niveau R&D. Par exemple, ils ont conçu des tentes blanches, il me semble, ou bleues, bref, on va dire blanches. Et le blanc n'est pas très esthétique quand on va en randonnée et qu'on pose sa tente, ça passe pas du tout. Et donc les concepteurs se sont travaillés avec les personnes du marketing pour se dire notre tissu, certes, il est blanc parce que en fait, d'un point de vue environnemental, c'était très intéressant. Mais du coup, on va faire des patchs pour les tentes pour quand il y aura une dégradation de la toile, les sportifs pourront mettre ce patch sur la toile et donc réparer la tente. Et donc on rentre dans cette économie de la réparation. Et pour développer cette question de l'attachement, je crois que tu en parlais un petit peu, Fabrice, ouais. Et se dire que quand on ira en camping, les personnes avec cette tente blanche qui auront le plus de patchs possible, donc qui ont réparé leur tente, et ce sera un peu les personnes les plus expérimentées, personnes à qui on pourra demander des conseils si jamais on s'est mal monté sa tente à côté d'eux. Un peu une reconnaissance sociale. Et donc, ils travaillent là-dessus.
Pour autant, Decathlon n'arrive pas à sortir de cette logique capitaliste. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé, certains ont travaillé chez Decathlon, mais voilà, quand on est commerçant Decathlon, on a des objectifs marketing basés sur le jour de l'année d'avant, des objectifs de vente, merci, basés sur l'année d'avant, à la même date, avec des compétitions par rayon. Donc voilà, on reste quand même là-dessus. Donc là, on voit bien un conflit, je dirais. Et c'est toute la difficulté. Merci beaucoup pour ces exemples. Emmanuel, toi, tu proposes de repartir pour éco-concevoir et créer des nouvelles façons de faire, de repartir du fonctionnement de la vie en elle-même. Et tu nous parlais du génie écologique qui peut aussi être appliqué à la façon dont on conçoit des systèmes, des produits. Parce que le vivant a quand même une façon de fonctionner qui date de millénaires et qui fonctionne bien. Donc le génie écologique, c'est quoi par exemple ? Le génie écologique ou le biomimétisme, mais voilà, on pourra plutôt parler du biomimétisme en la matière, oui, effectivement. Alors, et ça va m'amener aussi à reposer une question un petit peu plus fondamentale et plus théorique aussi sur, dans les processus de création de valeur, qu'est-ce qu'on mesure réellement par l'économie ? Est-ce que c'est la création de valeur ou est-ce que c'est la capture de la valeur ? Je vais être un petit peu provoquant, mais allez, j'ai parlé de spaghetti tout à l'heure, je vais encore parler de cuisine, et ça va être, vous allez voir, c'est de la thermodynamique tout ça. Quand on fait un gâteau, on prend des œufs à corps gras, on prend de la farine, on prend de la levure, on prend de l'eau, on mélange tout ça, on fait cuire, donc vous avez en plus un apport d'énergie, et vous sortez un gâteau. Dans ce sens-là, ça va. Mais quand vous avez le gâteau, vous ne savez pas refaire les œufs, le beurre, la farine. Donc vous voyez bien qu'il y a un processus de transformation qui est à sens unique. Et derrière, le gâteau, si on ne le mange pas, en plus, ça devient un déchet. Et donc, on a consommé des ressources sans créer de valeur. Et bien, en économie, on a souvent ça aussi. Et là où je veux en venir, c'est que, par exemple, quand vous êtes un fabricant de meubles, vous allez prendre un arbre que vous allez couper, vous allez débiter en planches, vous allez donner une forme aux planches, vous allez l'assembler, vous allez faire un meuble. Mais dans le processus de création de valeur qu'on va mesurer, on ne prend pas en compte le fait que l'arbre ait pu pousser et qu'on ait pu aller le chercher. Quand vous êtes un bureau d'études, un cabinet d'ingénierie, un bureau de conseil, etc., c'est pareil. Le savoir-faire, la connaissance, les relations humaines et sociales, le savoir-être aussi qu'ont vos ingénieurs ou vos consultants, ils l'ont acquis à l'école, à l'université, par interaction avec leurs parents, voire au club de sport, etc. Tout ça, c'est des communs sociaux qui ne sont pas mesurés par l'économie aussi. Et donc, ce qu'on va mesurer, c'est beaucoup plus le processus de capture et de transformation de cette valeur que la valeur elle-même. Donc, il y a plein d'angles morts, il y a plein d'impensés comme ça dans l'économie qu'il va falloir réinjecter. Alors, je fais un détour relativement long, mais pour arriver au fait que finalement, dans le vivant, depuis 4 milliards d'années, vous avez une machine, un système économique mondial, un système vivant à l'échelle mondiale, qui va transformer finalement l'énergie du soleil et les ressources minérales qu'on va aller puiser dans le sol, avec des producteurs primaires que sont les plantes, et des consommateurs que sont les champignons, les animaux, les herbivores, les carnivores, etc. Et vous avez un processus en permanence très circulaire finalement, avec des décomposeurs, des bactéries, des champignons, des vers, qui vont reminéraliser tout ce qui a été produit par le système et le réinjecter. On pourrait analyser tout ça comme un système économique finalement, et c'est la seule économie parfaitement circulaire qui fonctionne depuis 4 milliards d'années. C'est ça l'idée du biomimétisme, c'est de s'inspirer du vivant, non seulement effectivement pour éco-concevoir ou concevoir des produits qui vont peut-être être plus vertueux ou en tout cas moins impactants au niveau de la consommation d'énergie, de matières premières, moins de pollution, etc. Mais c'est surtout dans l'idée de concevoir des systèmes globaux, intégrés, très systémiques, et qui vont effectivement être en harmonie ou en fonctionnement bien circulaire avec le vivant. La permaculture est un exemple qu'on est de plus en plus nombreux à connaître. La permaculture, c'est la manière dont on va s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels, avec des gros guillemets, ou non anthropisés, non conçus, non gérés par l'homme. La permaculture, c'est évidemment conçu et géré par l'homme, mais on s'inspire des fonctionnements naturels des écosystèmes, notamment au niveau des interactions entre les plantes et les animaux, entre les plantes et le sol, pour recréer des conditions physiques, physico-chimiques, de podologie, etc. Et on va travailler avec la biodiversité et pas contre la biodiversité pour restaurer finalement des systèmes. Moi, j'aime bien dire que dans la permaculture, il y a 2 récoltes. Il y a la récolte qu'on récolte à la fin de chaque journée, de chaque semaine, de chaque saison, et qu'on va mettre en vente sur les marchés. Et puis il y a la deuxième récolte qui est non marchandisée pour le coup,
qui est l'enrichissement du sol, qui est l'amélioration du climat local, qui est l'entretien de la qualité des eaux, l'entretien du cycle de l'eau, etc. Ben, c'est une production économique qui a au moins autant de valeur. Alors, il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Perma-économie. Ben, c'était ça l'idée, c'était l'idée de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une économie qui s'inspire complètement du vivant et qui est là aussi de récolte ou de production, une production marchande qu'on sait mesurer par les calculs économiques classiques et une production non marchande qui serait bien la restauration, la régénération du bien commun. Merci. Et puis, on peut peut-être illustrer ça sur un secteur, le secteur de la construction, que Fabrice, toi, tu connais bien parce que tu as travaillé pendant des années. Et du coup, concrètement, si on se dit un bâtiment qui répond et qui respecte les règles du vivant ou une société de construction qui respecte les principes de l'économie régénératrice, ça donne quoi? Bon, alors, attachez votre ceinture, hein, parce que là, c'est une déconstruction complète de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour faire vraiment très, très rapide et une façon un peu caricaturale, aujourd'hui, donc, les clients des entreprises de construction, qui sont les maîtrises d'ouvrage, achètent des bâtiments parce qu'ils ont un objet social à construire, une usine, un siège social, une école, que sais-je encore. Et ces clients-là prennent un architecte et décident des fonctionnalités du bâtiment et aussi de son niveau de qualité en termes de matériaux utilisés ou de performance, en termes de sauvage, de capacité à donner un maximum de confort en fait, aux utilisateurs futurs. Voilà. Et une fois qu'ils ont défini le cahier des charges, ils donnent ça à des constructeurs en disant chiffrez-moi ça. Chiffrez-moi cet objet. Et voilà, comme on est dans une économie de la compétition, les constructeurs qui proposent le prix le plus bas remportent le marché et construisent l'objet. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et pour avoir le prix le plus bas, que font les constructeurs ? Dans un bâtiment, il y a des matériaux qui servent à faire l'ossature et puis il y a des équipements qui servent à faire les fameuses fonctions de confort dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, les acheteurs de ces entreprises de construction se retournent vers les fournisseurs, leur disent si vous voulez être adjudicateur du marché comme nous, faites-nous un prix vraiment le plus bas possible. Comme ça, peut-être que si tout le monde fait un prix raisonnable, on sera peut-être les moins chers pour remporter le truc. Et que font les manufacturiers équipementiers qui fabriquent le système d'éclairage, l'ascenseur, les onduleurs, les armoires électriques, se retournent eux-mêmes vers leurs fournisseurs et jusqu'au rang 7 là, pour avoir les prix toujours les plus bas. Alors, c'est quoi la variable d'ajustement de ça? Bien sûr, c'est le social et l'environnement. Donc, les manufacturiers essayent de les fabriquer leurs machines dans des pays à bas coût pour que ça coûte pas cher. Et puis, l'environnement, on respecte les seuils minimums, mais franchement, tout le monde s'en fout. Et la déplétion associée, la déplétion des ressources associées au mode de production, c'est vraiment le cadet de ces soucis, le cadet des soucis de toutes les entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, l'objet est construit, il répond aux normes, bien sûr, mais c'est pas solide, ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que comme tout le monde a optimisé pour être le moins cher possible, ça ne peut pas durer longtemps. Donc, une fois que les périodes de garantie sont passées, l'objet tombe en décrépitude et il coûte très très cher à entretenir, à maintenir, parce que ça ne dure pas longtemps. Voilà. Et c'est ce qui est vrai pour les bâtiments, c'est complètement vrai pour n'importe quel type d'objet. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais bon, franchement, ce n'est pas très agréable de savoir qu'on va construire un truc qui certes va être conforme au moment de la remise des clés, et puis que quelques années après, une fois que les périodes de garantie sont passées, tout va partir en quenouille. Et on s'est dit, on va faire autrement. On va proposer aux clients, en fait, dans un bâtiment, vous avez des fonctions de confort qui sont liées à des machines, et on va leur dire, mais est-ce que c'est vraiment important que vous soyez propriétaire de l'ascenseur, du système d'éclairage, des onduleurs, de l'armoire électrique, du faux plancher, de tout. Voilà. Et le client dit, non, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça fonctionne bien. Et c'est que l'usage social de mon bâtiment soit toujours rempli. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça coûte moins cher. Parce que j'ai des problèmes de financement de tout ça. Mais ça va vous coûter beaucoup moins cher parce que vous n'allez pas payer ces équipements. Là, je vais dire, c'est formidable. Donc, je ne vais pas payer ces équipements parce qu'ils vont rester la propriété de ceux qui les fabriquent. Et ceux qui les fabriquent vont se refaire la cerise économique en louant ces équipements aux utilisateurs. Alors, c'est très bien en termes de CAPEX, donc de coût global du bâtiment, parce que le coût global va baisser vu que les équipements vont rester la propriété des équipementiers. Mais ça va faire augmenter le loyer, forcément. Et là, pour faire en sorte que l'équilibre économique soit respecté, il va falloir qu'on intensifie l'usage du bâtiment. Parce que le bâtiment,
la plupart des bâtiments, et même les 3/4 des bâtiments, plus que ça même, sont très structurellement sous-utilisés. Donc il y a des utilisateurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc le primaire, aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul, et il paye un loyer, mais si demain on arrive à sous-louer une partie du bâtiment lorsque l'utilisateur primaire n'en a pas l'usage, bah, ça fait des recettes d'exploitation supplémentaires qui permettent de payer le surcroît de loyer. Et là, on retrouve un équilibre économique. Donc non seulement le bâtiment il a coûté moins cher, mais en plus, on arrive à payer le surcroît de loyer associé à l'utilisation des équipements, à l'allocation de ces équipements. Alors, c'est quoi l'avantage écologique ? Ben, réfléchissez 2 minutes. Lorsque l'équipementier, lui, va louer son équipement, il va le louer et il sera payé uniquement si ça fonctionne bien. Donc, il y aura une garantie de performance pour l'utilisateur. Donc, est-ce qu'il va mettre le même équipement que quand il le mettait en mode classique ? Ben non, il va en mettre un qui va être un peu plus costaud, un peu plus robuste, parce que chaque minute marginale de bon fonctionnement de l'équipement, ben, c'est du cash pour lui. Et il a tout intérêt à ce que ça dure longtemps. Il n'a pas intérêt non plus à ce que ça tombe en panne. Il n'a pas intérêt à remplacer trop souvent les pièces, parce que c'est lui qui est responsable du truc. Donc, il n'a pas intérêt du tout à ce que ça tombe en panne. Donc, il va mettre quelque chose qui va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Là où l'équipement aurait dû être renouvelé 2 ou 3 fois, ben, il ne sera pas renouvelé, parce qu'il aura été construit pour durer. Donc, quand on réfléchit bien, sur la durée de vie globale de l'équipement, parce qu'il y a toujours une fin de toute manière, ben, au lieu d'avoir changé l'équipement 3 ou 4 fois, on l'aura changé qu'une seule fois, peut-être. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de l'empreinte écologique d'un produit, c'est pas son utilisation, c'est sa fabrication. Donc, si on fabrique moins, eh bien, on a moins d'empreintes. Le gros avantage aussi de cette approche, c'est que ça renforce l'expérience client, parce qu'un bâtiment qui est équipé avec des équipements très robustes, ben, forcément, il est plus agréable à vivre, parce qu'il est tout simplement plus confortable. Donc, on va dégrader légèrement l'empreinte carbone au moment et l'empreinte écologique au moment de la fabrication initiale, parce qu'il va être plus robuste, mais il va durer tellement plus longtemps que, bien sûr, sur la durée, ce sera le bilan global, le bilan écologique global sera intéressant. Mais ça n'en fait pas un bâtiment vivant, ça. Et pour que ce soit vivant, il faut aussi qu'au niveau de ces flux, les flux qui sont nécessaires au bon fonctionnement, eh bien, on puisse être beaucoup plus circulaire. Alors, les flux physiques, évidemment, ça devient évident que les bâtiments du futur et même du futur immédiat vont produire leur propre flux physique pendant la durée de vie. C'est ce qu'appelle les bâtiments énergie positive. C'est pour l'électricité, donc ils vont avoir des panneaux solaires ou de la géothermie qui vont leur permettre de tourner en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils vont autoconsommer les flux qu'ils produisent eux-mêmes. Mais il y a un autre flux qui est aujourd'hui extrêmement mal utilisé, c'est l'eau. Parce que l'eau, aujourd'hui, les bâtiments sont reliés à l'eau potable du réseau de la ville, et puis ensuite, ils rejettent les eaux usées. Ben ça, c'est une bêtise, parce que prenez des bâtiments, n'importe quel type de bâtiment, eh bien, les eaux usées, aujourd'hui, ce serait intéressant, enfin, au moins les eaux grises, pas les eaux vannes, les eaux grises, qu'on puisse les récupérer à proximité du bâtiment, ou même dans le bâtiment, pour pouvoir les traiter in situ et renvoyer cette eau traitée non potable, au moins pour le fonctionnement des toilettes, ce qui, dans certains cas, peut faire 50% d'économie d'eau. Mais on peut faire aussi d'autres choses avec cette eau. On peut aussi utiliser les plantes, c'est là où je voulais en venir, pour les dépolluer et faire en sorte de restaurer la biodiversité autour du bâtiment et avoir des zones humides qui permettront d'une part d'avoir une fonction écologique d'épuration de l'eau, mais aussi de rafraîchissement du bâtiment, parce qu'on va mettre bien sûr des plantes que l'eau va être utile pour la croissance des plantes. Et on va aussi pouvoir avoir une conception pour les bâtiments neufs, même si la mode, ça sera surtout la rénovation, mais il restera encore un petit peu de neuf, au moins dans les pays du Sud, c'est de faire une conception pour que le bâtiment n'ait plus besoin, ou pas trop besoin, de systèmes mécaniques, soit pour le rafraîchissement, soit pour le chauffage, qui sont aujourd'hui des systèmes qui sont extrêmement dispendieux en ressources minérales, parce que c'est des grosses machines. Et aujourd'hui, il y a des conceptions dites bioclimatiques qui font qu'on peut faire de la ventilation naturelle sans système de ventilation mécanique. On peut faire du rafraîchissement simplement en jouant sur l'inertie du bâtiment. Et cette conception bioclimatique, eh bien, ça va nous permettre aussi de passer les épisodes qu'on va avoir de plus en plus fréquents de canicules, parce que tout le monde ne pourra pas mettre la clim, parce qu'il n'y aura tout simplement pas de possibilité énergétique de le faire. Et surtout, vous savez que la clim, eh bien, ça rejette de l'air chaud à l'extérieur, ce qui fera qu'accentuer la canicule pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'avoir ce type de machine. Donc, cette conception complètement différente va faire en sorte que le bâtiment aussi, on va essayer de le standardiser au niveau de ses éléments primaires.
Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est atterré de voir que chaque ouvrage dans le monde, c'est quasiment des prototypes. Et qui dit prototype, c'est très compliqué pour un bâtiment qui est un prototype. Quand on va le démanteler, quand on doit le démanteler, c'est de récupérer les éléments primaires pour pouvoir les réutiliser ailleurs. Aujourd'hui, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais toutes les fenêtres qu'on a aujourd'hui en France et même en Europe, toutes les fenêtres sont différentes. Elles sont avec des dimensions spécifiques. C'est fou. Quand vous faites changer vos fenêtres, il faut mesurer vos fenêtres et elles sont faites sur mesure. Ça, c'est quand même une grosse bêtise. Et ça, nous, on demande bien sûr à ce que ça change. Regardez, les prises de courant, c'est quand même vachement pratique que ça ait été standardisé. Imagine chaque prise de courant soit différente, c'est complètement... Donc, on a tout intérêt aussi à aller vers plus de standardisation. La standardisation, ce n'est pas l'appauvrissement architectural, pas du tout. C'est d'essayer de se mettre d'accord sur au moins quelques standards de manière à ce qu'on puisse favoriser le réemploi. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui de considérer que le réemploi, à un moment donné, lorsqu'on fera un curage d'un bâtiment qui doit être démantelé ou qui doit être rénové en profondeur, au lieu de tout jeter comme on fait aujourd'hui, de pouvoir récupérer ce qu'on peut récupérer, le nettoyer, le remettre en garantie, le repalettiser, le renumériser pour qu'il puisse avoir une deuxième ou une troisième vie. Et il y a de plus en plus d'entreprises de ce secteur qui ont ouvert récemment donc des grandes plateformes physiques de réemploi. Et tout ce qu'on peut réemployer dans cette industrie-là, c'est autant d'équipements qu'on n'a pas besoin de refabriquer. Et là, toujours la même histoire, moins de refabrication, moins de pression sur les ressources, etc. Tout ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de mettre en place cette nouvelle approche qui est révolutionnaire. Et le vrai verrou au fait, socio-technique que nous rencontrons dans cette approche-là, vous vous rendez compte, le bâtiment coûte moins cher. Il n'est pas plus cher en exploitation parce qu'on intensifie son usage. On récupère les matériaux à un moment donné, donc on fait des bâtiments banques de matériaux pour le futur. On sait aujourd'hui que les matières premières vont coûter de plus en plus cher, donc on a intérêt à les thésauriser dans un bâtiment qui va les conserver. En plus, les manufacturiers vont considérer les bâtiments comme des banques et donc ils vont pouvoir stocker leurs matériaux gratuitement chez leurs clients. C'est quand même extraordinaire. Donc ce modèle, il est ultra vertueux. Le problème, c'est culturellement, est-ce qu'on va accepter donc de ne pas être propriétaire d'un système d'éclairage ou d'un ascenseur? Mais en fait, on n'a pas besoin d'être propriétaire d'un système d'éclairage, on a besoin de la lumière, on n'a pas besoin d'un ascenseur, on a besoin de mobilité verticale. Et donc, culturellement, il faut qu'on accepte de ne pas être propriétaire de tout, mais de pouvoir jouir de tout. Merci. Merci beaucoup pour cette projection magistrale dans un futur qui fait envie. Et il y a en effet un énorme enjeu de transformation culturelle. Il faut changer tout, de la façon dont on conçoit, à la façon dont on achète, à la façon dont on utilise. Et donc, on va essayer dans les minutes qui nous restent de parler de quels sont un peu les différents leviers qu'il va falloir qu'on active pour pouvoir passer à cette économie de la restauration. Et puis on va commencer par les ingénieurs à nouveau. Tu nous racontais, Lou, il y a beaucoup d'ingénieurs, ils arrivent aussi en première année et puis ils ont plein de grands rêves. Et puis progressivement, il y a quand même les principes du passé qui reviennent. Qu'est-ce que tu observes, toi? Et est-ce que les ingénieurs qu'on forme aujourd'hui sont prêts à concevoir ces bâtiments du futur? Oui, ils sont prêts, à deux, trois choses près, justement. Donc, un des travaux qu'on a fait avec des collègues, donc c'était sur une classe d'élèves ingénieurs. On leur a fait passer des questionnaires autour de leur vision des enjeux socio-écologiques et de la vision qu'ils ont de la place des ingénieurs dans les enjeux socio-écologiques. Ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont une bonne vision, enfin il et elle, hein, même si c'est plutôt des hommes, il et elle ont une bonne vision de l'ingénieur en tant que problème et l'ingénieur en tant que problème par rapport aux enjeux climat-énergie notamment, mais que l'ingénieur peut co-construire avec d'autres parties prenantes pour apporter potentiellement des réponses aux enjeux socio-écologiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils disent, qu'ils affirment, c'est des croyances qu'ils ont intégrées, que l'ingénierie du passé fait partie du problème, mais que l'ingénierie du futur, elle se co-construit avec des non-ingénieurs et également des non-humains. Donc il y avait toute cette vision très intéressante et systémique qu'ils avaient développée.
Et au fil du semestre, quand on a travaillé avec eux, on faisait de l'analyse environnementale avec eux. Et on a vu que par contre, dans la pratique, ils avaient du mal à sortir d'une vision très experte de l'analyse de cycle de vie. Ils avaient du mal à co-construire. Et donc, on a vraiment observé une différence entre leurs croyances, leurs convictions. Il y en a, ils étaient particulièrement engagés dans des collectifs comme Scientifiques en Rébellion, donc des personnes qui étaient militantes, je dirais, même pour certains et certaines, et qui pourtant, dans leur pratique de l'ingénierie en cours, parce qu'on faisait de l'analyse environnementale en cours avec des entreprises ou des éco-villages qui venaient pour travailler avec les étudiants, et ben là, ils avaient vraiment du mal à sortir de leur posture d'experts et à co-construire, à faire avec des personnes qui venaient aussi avec leurs croyances, venir négocier des situations en vue d'un objectif commun. Donc voilà, là, moi, je dirais qu'il y a encore un travail à faire pour réconcilier les pratiques et les croyances et cet écart qui les met en dissonance cognitive et en souffrance, concrètement. Et là, je voulais juste rebondir également sur un élément qu'a dit Fabrice. Sur les questions de réemploi. Voilà, de réemploi. Je vous invite à aller voir les travaux d'une collègue qui travaille à Technolac, qui s'appelle Carole Charbullier, qui travaille sur le réemploi et les questions aussi de toxicité liées aux matériaux. Donc le réemploi, c'est absolument génial. Je ne vais pas pour dire que c'est pas génial, mais il faut tout de même aussi faire attention aux matières qui sont utilisées. Donc nous, par exemple, on a un abri à vélo qui a été utilisé avec des anciens skis. Donc c'est très esthétique, c'est très joli et ça permet une seconde vie des skis. Par contre, en termes de pollution, de microparticules, là c'est une catastrophe. Donc il y a aussi cette question-là, comment on accompagne les personnes qui travaillent sur des projets de recyclerie à vérifier que les produits qu'ils et elles récupèrent peuvent avoir une seconde vie et quel type de seconde vie pour ne pas aussi être dangereux pour les futurs usagers et usagères. Et nous, on travaille beaucoup aux arts et métiers sur comment relier les concepteurs, donc les personnes qui conçoivent ces produits qui auront potentiellement plusieurs vies, aux personnes qui gèrent la fin de vie des produits. Et on invite les concepteurs à aller visiter des recycleries, des déchetteries, des éco-organismes, enfin tous ces différents acteurs qui gèrent les produits en fin de vie pour se rendre compte de l'existence ou de la non-existence des filières de fin de vie. Parce que quand on conçoit, parfois on se dit bah oui, mais c'est bon, on recyclera. Oui, mais s'il n'y a pas de filière de recyclage ou de filière de fin de vie, on ne recyclera pas. Donc ça a beau être recyclable, ça ne sera pas recyclé. Donc toutes ces choses-là, et finalement on parlait de l'économie de la coopération. Nous on travaille beaucoup, enfin en tout cas Carole Charbullier et mes collègues travaillent beaucoup sur la relation entre concepteurs et personnes qui gèrent la fin de vie des produits. Donc la collaboration entre ces différents types d'acteurs en vue du bouclage de ces flux et potentiellement de la diminution des flux entrants et du coup de l'extraction des matières. Merci pour ces exemples. On voit qu'il y a plein de bonnes idées, mais que malheureusement, elles n'arrivent pas encore tout de suite et que pour innover différemment, il faut souvent mettre un peu de contraintes. Ceux qui travaillent sur l'innovation le savent, c'est aussi en mettant de la contrainte et un cadre qu'on va inventer des choses différemment. Emmanuel, c'est quelque chose que tu disais beaucoup aussi. Quel type de contraintes on pourrait se mettre pour innover au service de la restauration? C'est bien. C'est mieux avec un micro. En fait, c'est pas forcément des contraintes d'ailleurs, pas toujours, je vais pas parler que de contraintes, mais effectivement, pour rester encore sur le biomimétisme, si les espèces évoluent, c'est que leur environnement évolue. Et donc les espèces s'adaptent à des contraintes externes. Et finalement, il y a un des principes en permaculture et un des principes qu'on ressort souvent en biomimétisme aussi, c'est utiliser les contraintes de façon créatrice et de se dire, tiens, finalement, quelque chose est en train d'apparaître, je vais apporter une réponse, mais qui va aller au-delà de la simple réponse technique évidente de premier niveau au problème qui est posé, en abordant les choses sous un angle beaucoup plus systémique. Et effectivement, c'est ce que tu évoques aussi, Lou, et c'est ce qu'évoquait Fabrice à travers l'exemple du changement de modèle économique. C'est-à-dire qu'on est confronté à une contrainte technique
Mais parfois, il n'y a guère qu'un changement de modèle économique et donc de relation avec le client, de relation avec l'écosystème fournisseur, même pourquoi pas de relation avec l'écosystème législatif, puisqu'on parle du déchet, des recyclages, etc. La notion de sortie du statut de déchet pour certains produits, par exemple, est nécessaire, et donc c'est un changement évolutif législatif. On voit bien que là, il y a une pression qui arrive, qui est liée, par exemple, à la contrainte sur les ressources, à la contrainte sur l'énergie. Le prix de l'énergie, on n'a pas le choix, les prix de l'énergie vont augmenter de toute façon, mécaniquement, quoi qu'on fasse. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte à ça aussi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors moi, d'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve beaucoup, c'est que dans le langage journalistique et dans le langage de certaines grandes chambres syndicales, patronales, pour ne pas les citer, ou agricoles, on n'arrête pas de nous marteler, il y a trop de contraintes sur les entreprises, il y a trop de contraintes sur les agriculteurs, il y a trop de contraintes, etc. Non, la contrainte, ça fait partie de la vie, la contrainte, ça fait partie du donné, ça fait partie des conditions dans lesquelles on est censé s'épanouir, et c'est quelque part le terrain de jeu. Un terrain de jeu de foot, il est rectangle, il n'est pas rond, il n'est pas ovale, c'est comme ça, il est rectangle. Est-ce qu'on appelle ça une contrainte ou est-ce qu'on appelle ça une règle du jeu ? Il y a des règles du jeu physiques et des règles du jeu physiologiques. Mais pour en venir à des choses qui sont moins des contraintes et plus des opportunités aussi, je pense que les vraies opportunités de reconnecter l'entreprise au vivant aussi, et c'est là que je vais te parler de génie écologique aussi, elles sont, je l'ai évoqué un petit peu, dans cette vision systémique, donc sortir de cette pensée réductionniste pour penser les systèmes de manière globale dans leurs interactions. La deuxième chose, c'est la restauration de la pensée sur les communs. Je l'évoquais tout à l'heure aussi, dans les processus de création de valeur, on mesure souvent la dernière phase qui consiste en fait à capturer une valeur et à la mettre sur le marché. Mais les communs qui ont permis à cette valeur d'exister et qu'on va pouvoir mettre sur les marchés, ces communs sont rarement valorisés. Et là, il y a un vrai sujet de réinvestir dans les communs, que ce soit des communs sociaux, encore une fois, on parlait de l'empathie tout à l'heure, c'est un commun social, mais la somme des savoirs scientifiques et culturels qui existent aujourd'hui dans la société sont des communs sociaux aussi. Et puis, il y a les communs écologiques qui sont les services rendus par les écosystèmes pour utiliser, ou les services écologiques. Alors, j'aime et j'aime pas cette notion. Je l'aime pas parce qu'elle est très anthropisée, très utilitariste et qu'elle donne une vision qui est pour le coup pas forcément très éthique du vivant. Mais je l'aime bien parce qu'elle est très pédagogique et elle permet à certains acteurs économiques, certains chefs d'entreprise qui ne comprennent que ce langage-là, qui leur permettent de montrer que leur mode de production, leur entreprise, leur modèle économique dépendra de choses qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont ces conditions écologiques. Et c'est là que je vais venir au génie écologique avec l'exemple réel d'une centrale, en l'occurrence une centrale d'un énergéticien français dont le sigle tient en 3 lettres. Au passage, vous avez sûrement vu que cet été, la centrale, je crois que c'est celle de Bugey, a été arrêtée plusieurs jours en procédure d'urgence parce qu'il y avait des méduses qui venaient occulter les filtres au niveau des prises d'eau pour refroidir les turbines. Alors, ça ressemble presque à un titre de roman de science-fiction ou au pitch d'un roman de science-fiction, des méduses géantes qui viennent arrêter une centrale nucléaire. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? En fait, s'il y a des méduses géantes, c'est parce qu'il y a réchauffement climatique et eutrophisation des eaux, donc il y a trop de nutriments dans les eaux. Ah, on peut peut-être se poser la question d'agir en amont. Et je vais prendre un autre exemple, c'est toujours une centrale, toujours du même énergéticien, mais thermique cette fois-ci dans l'estuaire de la Loire. Et dans l'estuaire de la Loire, et là EDF n'y est pour rien, tout le monde a remembré, on a enlevé les haies, on a enlevé les bosquets, on a artificialisé, on a fait des zones commerciales, des zones industrielles, des zones pavillonnaires, on a énormément imperméabilisé. Et ce qui se passe, qu'il n'y a plus les zones humides, il n'y a plus les roselières, il n'y a plus les forêts, il n'y a plus les petits cours d'eau méandrés comme ça, qui servaient de tampons et qui apportaient de l'eau à la Loire en été, au moment où il y a beaucoup plus d'évaporation et il y a moins d'apport d'eau finalement. Donc c'était comme une éponge en fait, qui restitue l'eau au moment où on en a besoin. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a moins d'eau dans la Loire, on n'est pas loin de l'estuaire, ce qui remonte, parce que le niveau il est constant, lui, dans l'estuaire, c'est de l'eau de mer. Et quand vous pompez de l'eau, mais que vos turbines et vos mécanismes sont conçus pour fonctionner avec de l'eau douce, vous injectez de l'eau salée là-dedans, ça va se corroder beaucoup plus vite, et là, les coûts de maintenance explosent en flèche. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est EDF tout seul ? On ne peut pas faire grand-chose à part constater le problème. Par contre, si on se met à coopérer avec les acteurs territoriaux, avec les acteurs, les agriculteurs, avec les autres acteurs économiques, etc., on peut ensemble avoir des programmes, pour le coup, de génie écologique, c'est-à-dire restaurer les cours d'eau, reméandrer, restaurer ce qu'on appelle les ripisylves. Vous savez, c'est ces bordures arborées au bord des rivières et des ruisseaux. Ça fait de l'ombre et tout bêtement, l'eau s'évapore moins vite. Restaurer les roselières, restaurer tout ça qui va tamponner quelque part les eaux et les imperméabiliser à nouveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle du génie écologique, mais ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'un territoire et en faisant coopérer des dizaines, voire des centaines d'acteurs entre eux. Et c'est à cette échelle d'action-là qu'on va pouvoir être efficace.
On parlait des règles du jeu physiques, physiologiques, mais il y a aussi des règles du jeu qui sont politiques, puisque l'économie, ce n'est pas qu'une main invisible, mais c'est aussi des politiques publiques, des règles fiscales, des lois, des réglementations. Et ces règles du jeu-là, elles peuvent aussi faire évoluer la contrainte pour aller vers une économie de la restauration. Fanny, tu es très engagée dans un mouvement qui s'appelle Impact France, qui justement essaye de changer ces règles du jeu-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites ? Oui, exactement. Effectivement, au niveau d'Impact France, donc c'est un syndicat qui est un peu le pendant du MEDEF, qui est un syndicat à impact. Il y a 30 000 entreprises aujourd'hui qui sont adhérentes à Impact France. Et l'idée, c'est à la fois de fédérer ce mouvement, un mouvement qui est une sorte de lobby. Et l'idée, c'est vraiment de porter la voix des chefs d'entreprise, que les chefs d'entreprise portent la voix de l'industrie, des services, pour aller parler aux politiques, pour aller parler aux grands groupes industriels, pour aller parler avec une voix importante sur ces sujets de contraintes, sur ces sujets d'importance de légiférer sur certaines pratiques. Aujourd'hui, si on parle de communication, qui est un sujet que je maîtrise mieux que le reste, la communication, elle est vaste. On sait aujourd'hui, vous en avez tous parlé, on transforme la nature en déchets, c'est le grand récit. Comment on fait pour que tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qu'ils soient de l'économie circulaire, du biomimétisme, comment on fait pour en parler plus, pour en parler mieux ? Ça peut aussi passer par du lobbying, ça peut aussi passer par des coalitions qui permettent d'avoir une voix plus forte, que ce soit... les grands groupes industriels sont très proches des politiques, ils nous ont pas attendus pour aller porter une voix qui leur permet de forer, comme dirait l'autre. À nous d'être aussi bons pour se coaliser et réussir à partager ce discours, à partager ce récit, à le rendre aussi positif. Je pense que c'est quelque chose de super important, comment on raconte les histoires. Là, on en a raconté aujourd'hui, mais c'est pas l'histoire qu'on entend le plus, et donc c'est important d'aller le porter. Aujourd'hui, Julia Faure, qui est coprésidente de Impact France, elle, son sujet, c'est la mode. Ça fait plus d'1 an qu'elle porte la loi fast fashion auprès de toutes les instances gouvernementales. Ça avance, c'est pas parfait, mais ça avance, et je pense que ça viendra. Enfin, le rôle des chefs d'entreprise, le rôle de l'entreprise en tout cas est important. Et il y a un triangle qu'on connaît tous, qui est le triangle de l'inaction. Comment on fait pour que ce triangle de l'inaction devienne vertueux et devienne un triangle de l'action où chacun prend sa part? Aux universités d'été de l'économie de demain, donc les journées Impact France, tout le monde a ses universités d'été, donc il y a la REF pour le MEDEF, les UED pour l'Impact France. Il y a énormément de politiques qui sont venus, il y a les syndicats qui sont présents. À nous, chefs d'entreprise, et moi c'est vraiment la parole que je souhaite porter, d'avoir notre rôle. La société a un rôle aussi, les citoyens ont leur rôle aussi, leur responsabilité. Et puis évidemment les politiques, mais si on attend tout des politiques, je pense que les choses n'avanceront pas. Si on attend tout des citoyens, ça n'avancera pas non plus. Si on attend tout des entreprises non plus. Que chacun prenne sa part, que chacun prenne sa responsabilité à n'importe quel niveau. Tout à l'heure, je voyais un petit fascicule de Dominique Bourg qui disait « Chaque geste compte ». Oui, chaque geste compte et chaque responsabilité compte. Comptons d'abord sur nous et avant de compter sur les autres. On va finir sur... Merci. On va finir peut-être en 2 minutes sur l'importance de la formation. Si tu veux, Fabrice, nous parler rapidement de ce que vous faites avec GenAct sur l'importance de former des collaborateurs un peu partout dans l'entreprise. Et puis ensuite, on passera à vos questions, si vous en avez. Oui, donc le C3D, qui regroupe un peu plus de 400 entreprises aujourd'hui, a eu l'idée il y a quelques mois de dire, bon, nous, les responsables RSE, c'est difficile à la fois de répondre aux diverses obligations. Il faut des obligations, on a besoin de régulation. Nous, on adore la régulation parce que c'est une occasion de se transformer. Mais répondre à cette régulation en même temps, transformer le modèle économique, ça commence à faire beaucoup pour des équipes qui ne sont pas quand même pléthoriques dans les entreprises, y compris les grandes. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il faut s'appuyer sur les collaborateurs conscientisés. Donc, c'est qui les collaborateurs conscientisés? C'est vous, en fait. C'est ceux qui ont fait la fresque du climat, qui ont fait l'atelier d'automne, qui ont bien vu qu'on marchait sur la tête dans nos modèles de production et dans le modèle économique d'aujourd'hui, prédateur, linéaire, du vivant.
Il y en a plein qui sont au courant de ça, mais ils se disent, OK, très bien, alors dans ma vie de tous les jours, je sais comment agir, comment j'achète avec ma carte bleue, comment je vote avec mon bulletin de vote, mais dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire ? Et on considère qu'il n'y a pas de fatalité au modèle linéaire de l'économie, extractiviste, prédateur du vivant. On peut faire advenir un modèle perméacirculaire, de la fonctionnalité de la coopération. C'est possible parce que des entreprises le font déjà, mais il y en a trop peu. Et donc, on veut s'appuyer sur les collaborateurs conscientisés à condition qu'ils puissent monter en compétences pour pouvoir être pertinents dans les propositions qu'ils vont pouvoir faire à leur direction qui a pouvoir de décision. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le mouvement GenAct, G-E-N-A-C-T, qui est une nouvelle association qui vise à proposer à tous les salariés qui ont envie que ça bouge, eh bien, de monter en compétences en fonction de leur métier. C'est-à-dire que quand on est comptable, on a besoin de savoir compter la valeur autrement, parce que partout où il y a un profit, en face, il y a une dette environnementale et sociale. Eh bien, c'est important d'avoir des comptables qui comptent la valeur autrement en utilisant des nouveaux outils comptables de comptabilité multicapitale, par exemple. Quand on est concepteur d'un produit, de savoir comment on passe de l'obsolescence à la pérennité programmée circulaire, ce n'est pas du tout la même façon de concevoir le produit. Pareil pour le marketing d'usage, marketing de possession, ce n'est pas la même chose. Et donc, on propose avec cette plateforme GenAct des contenus de formation de très haut niveau apportés par des partenaires. On en a plus de 50, ce qui permet aux collaborateurs de monter en compétence en utilisant ces cursus, ces MOOC, des supports de formation extrêmement ciselés, extrêmement précis. Et une fois qu'ils considèrent avoir acquis la compétence ou les connaissances, eh bien, il y a un autre volet dans GenAct qui est un terrain d'incubation de projets qui s'appelle les GenAct Land, qui permet à ces collaborateurs, dans leur entreprise ou sur leur territoire, c'est encore mieux, eh bien, de rechercher d'autres acteurs qui ont envie que ça bouge pour monter des projets régénératifs. Et on se dit, au pire, ça marchera. Donc, on a déjà des dizaines de projets qui sont lancés. On a 2200 collaborateurs qui ont adhéré à GenAct de tout type d'entreprise. Et notre ambition, bien sûr, c'est d'en avoir des milliers. Plus on aura de projets, plus on va ringardiser l'économie linéaire au profit de l'économie perméacirculaire. Donc c'est ça l'objectif de GenAct. Donc je vous encourage à adhérer à GenAct. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'est juste sauver la planète. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le temps presse, donc on va prendre une série de 2 ou 3 questions ensemble. Comme ça, on pourra faire un tour de réponse. Et puis ensuite, à 17h15, il y a une surprise qui se prépare. Donc je vous invite à rester. Une immense surprise. Une immense surprise. Deux même. Est-ce qu'il y a des questions ? Et idéalement, si on pouvait avoir des hommes et des femmes qui posent des questions, ça serait génial. Est-ce que vous ne pensez pas que l'avalanche de normes qui nous paralyse et l'ineptude des politiques sont un frein à une économie de la restauration ? Merci pour votre question. On va en prendre, on va prendre collectivement, mais après tu pourras répondre. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question sur cette comptabilité multicapitale que vous avez évoquée, parce que je trouve que c'est un outil effectivement qui peut être assez puissant, parce que ça permettrait de transformer au cœur du réacteur les règles financières des entreprises, en intégrant au passif les ressources naturelles, et donc en charge d'exploitation potentiellement l'utilisation des ressources naturelles. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas un peu utopique ? Est-ce que vous savez où on en est de ces sujets-là ? Est-ce que c'est à la marge ou est-ce qu'on a une chance que ce système change réellement ? Merci. Et une dernière question ? Au fond. Allez. Merci, bonsoir. J'avais une question qui est tout à fait d'ordre pragmatique. C'est qu'on voit bien effectivement qu'il y a cette nécessité de transition, mais cette transition, il faut l'accompagner financièrement parlant. C'est-à-dire qu'il y a des modèles économiques aujourd'hui qui ne sont pas dans le donut, ou quelque part, ils vont tendance à jouer la fin du monde pour justement éviter qu'on n'ait pas des problèmes de fin de mois. Et il faut encourager ces mutations par des démarches de subventions ou de fonds
qui serait en fait disposé à accompagner ces changements. Parce qu'on ne va pas attirer les mouches avec du vinaigre. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire de cet ordre-là pour accompagner structurellement ces changements. Merci beaucoup. Bon, on va faire des réponses synthétiques pour qu'on ne soit pas en retard. Je vous invite à répondre aux questions qui vous parlent. Oui, donc rapidement, peut-être juste pour rebondir sur la question de la transition, effectivement, c'est le rôle des politiques publiques d'accompagner les initiatives qui fonctionnent. Si on parlait du bâtiment, il y a le modèle Aticora ou la Silvae qui est à Goncelin, pas loin d'ici, qui fonctionne extrêmement bien, qui est original, qui est en cohérence avec les limites planétaires, qui travaille sur les questions de bien-être social, d'accès au logement. Ça, c'est un modèle alternatif qu'on a dans notre territoire, et on a la chance d'avoir un territoire où il y a beaucoup d'alternatives intéressantes. Donc voilà, pour moi, c'est le rôle des politiques publiques de visibiliser, de soutenir ces acteurs. Et en tant que chercheuse, moi, c'est intéressant aussi de visibiliser par mes travaux, faire des focus sur ces initiatives. Et par rapport aux normes, alors je ne sais pas de quelles normes vous parliez exactement, donc moi je vais répondre sur les normes environnementales. Il se trouve que les normes environnementales, en tout cas en Europe, elles visent surtout à protéger les personnes, les citoyens, les individus de la pollution, de maladies qui sont très graves sur le long terme. Donc moi, je ne vois pas forcément la réglementation comme un frein à l'innovation, plus une contrainte positive pour la vie sur Terre. Et je suis là-dessus. Il y a eu beaucoup d'allers-retours ces derniers mois sur des réglementations au niveau national et au niveau européen, ce qui fait qu'il n'y a pas une boussole claire au niveau politique à cause des changements et des fluctuations politiques. Et ça c'était dangereux. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui qui disent en fait, on avait plein de fonds pour avancer sur ces sujets-là, faire de la R&D, mais étant donné l'ensemble des changements politiques en ce moment, on n'est pas sûr que la loi va passer, et ça c'est un vrai frein. Donc, plus que de taper sur la réglementation qui est là pour nous protéger et faire en sorte que notre santé soit préservée, je pense qu'il faut plutôt taper sur les fluctuations trop fortes, des changements de cap trop forts de nos politiques aujourd'hui. Bon, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. La régulation, ce n'est pas l'ennemi, hein. C'est même au contraire l'absence de régulation. On a besoin de régulation. Les entreprises qui sont les pas bonnes n'ont pas envie de régulation parce qu'elles ont du mal à se remettre en question. Les autres, elles adorent ça, à condition, bien sûr, d'avoir de la perspective, de la persévérance, et surtout de ne pas changer de cap tous les 4 matins, parce que ça, c'est pas très bon, parce que ça empêche les entreprises d'investir, tout simplement. Donc, si je prends le cas du bâtiment que je connais bien, on a une régulation qui est extrêmement contraignante en France, avec la RE 2020. On a certainement pour le neuf la meilleure régulation au monde pour les constructions neuves. Tant mieux. Ça va nous permettre de faire monter en compétence nos artisans, nos entreprises, et d'être leader dans cette façon de construire le neuf. Alors, pas de pause, il ne faut plus en construire du neuf. Donc, mais ça sera peut-être bien pour les pays du Sud, en tout cas, d'avoir cette expérience-là. Et si on n'avait pas eu ça, on continuerait de construire vraiment n'importe comment. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, et sur la comptabilité multicapitale, alors, bien sûr que tant que ce n'est pas obligatoire, on n'a pas pu sophistiquer le modèle. La CSRD est l'antichambre de ce type de comptabilité. Donc, il faut maintenant qu'on applique la CSRD dans son entièreté. Et le backlash actuel est une catastrophe. Hein. Le recul 50 000 entreprises auraient dû l'appliquer, il n'y en a plus que 6 000. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et ça, c'est à cause, bien sûr, des États-Unis, hein, qui ont fait une grosse pression sur les entreprises européennes pour qu'on aille voir notre législateur pour qu'on réduise le champ d'application de cette régulation, alors que l'Europe n'a pas de ressources. L'Europe n'a pas de ressources minérales, a très peu de ressources fossiles. On avait tout intérêt à appliquer le plus largement pour faire advenir une économie à faible empreinte carbone, à faible empreinte ressources, avec des modèles économiques à visée régénérative. Donc, on avait tout intérêt de le faire. Et les Américains, en fait, nous empêchent de le faire pour mieux nous vendre, en fait, leur pétrole, leur gaz, etc., et pour continuer comme avant. Donc, c'est vraiment une catastrophe d'avoir eu des politiques qui ont cédé à la pression, comme a dit Lou. Et ça, c'est vraiment dramatique. Donc, on doit l'espérer en tout cas, que le plus vite possible, eh bien, les entreprises soient obligées de présenter à leur conseil d'administration un triple bilan. Bien sûr, la dette la plus importante à rembourser, et de très loin, et je pense que ce n'est pas Emmanuel qui dira le contraire,
c'est la dette environnementale. Parce que de toute façon, quand il n'y aura plus d'environnement, il n'y aura plus de prospérité économique. Donc c'est cette dette-là qu'il faut rembourser. Et pour que la rembourser, eh bien, il faut que les entreprises deviennent régénératives, pas simplement contributives, mais régénératives du vivant, et que ça soit inscrit dans leur modèle économique. On n'a pas d'autre choix. Juste pour répondre sur la dernière question, sur la transition, effectivement, il faut trouver aussi des nouveaux modèles. Aujourd'hui, nous, on travaille avec la montagne. On voit bien que la montagne, elle est déjà à 2 degrés. Elle a déjà des sujets qui sont très prégnants et très importants. Ils continuent à faire de la communication touristique, pour faire venir du monde. Et c'est évidemment très bien pour la pérennité de leurs activités et que la transition, elle ne peut pas se faire en un jour. Par contre, on voit des demandes arriver plutôt mutualisées, où les collectifs, où les stations, où les collectifs se mettent ensemble pour parler biodiversité, pour parler protection de la forêt, pour parler protection de leur environnement et de la façon dont ils agissent de manière globale. Nous, aujourd'hui, on essaye d'attaquer ces sujets et justement de proposer un récit positif, de proposer une autre façon de communiquer sur ces sujets pour être... de la même façon qu'on fait de la pub pour être attractif, là, de montrer que ces sujets de biodiversité, ces sujets de protection, ces sujets environnementaux sont super importants, mais doivent être traités aussi de manière assez sexy et sympa pour que les gens aient envie déjà d'en parler, de s'en faire les porte-parole, et ils se rendent compte aussi que sans ça, leur montagne, elle va se casser la gueule, et donc ils sont obligés de travailler sur ces sujets. Donc je pense que ça arrive pas par exactement les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que là on a plutôt des coalitions de clients, où ils se mettent en coopération pour mutualiser des budgets, mais par contre pour faire appel quand même à des agences sur ces sujets. Donc je pense qu'il y a vachement de positifs qui arrivent aussi sur ces sujets. Merci. Et pour finir de façon sympa, Ouais. Emmanuel. Une remarque d'abord sur les normes. Le problème, c'est pas tant la norme, c'est qui fait la norme. Et en fait, aujourd'hui, souvent, les normes sont faites par des lobbies pour protéger des statu quo et des situations dominantes. Et tu faisais allusion aux limites planétaires. La seule pour laquelle on est rentré à l'intérieur des limites planétaires, c'est sur les CFC. Là, il y avait justement une convergence entre les intérêts des lobbies, des systèmes de froid, de la chimie, du CFC, etc., qui permettaient d'établir des normes internationales, mais qui allaient en même temps éliminer leurs concurrents asiatiques. Donc il y a eu un vrai alignement entre des stratégies d'entreprise et effectivement quelque chose d'intéressant pour l'ensemble de l'humanité. Mais en point de conclusion, les normes, c'est important, les règles comptables, c'est important, mais je dis parfois à mes chefs à l'OFB, ma mission, même si ce n'est pas écrit dans ma fiche de poste, c'est de faire émerger un nouvel imaginaire économique. Et donc, avant la grosse surprise, une petite surprise, c'est un petit poème que je vais vous lire, pour montrer un peu la dimension sensible de tout ça. Voilà, merci. Je suis la nature qui se défend. Je le peux, je le dois, je le sais, je le sens. Ne voyez dans mes silences ni retrait, ni latence. Souterraine, ma lutte attend sa résurgence. Malgré l'urgence, elle sera longue, et j'ai besoin de vous. Car c'est dans vos rêves et dans vos cœurs que tout se joue. Je ne peux ni vaincre, ni convaincre, sans changer votre regard. Et pour cela, je dois d'abord vous émouvoir.